Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. J'avais envie de vous parler de la DAO et de l'intolérance à l'histamine qui touche une partie non négligeable de la population. Il y a à peu près 15% de la population qui souffre d'une déficience en DAO, qui produit très peu de DAO ou qui a une DAO qui est peu active. Et on a 87% des patients qui sont migraineux qui souffriraient d'une déficience en DAO. Et aussi toutes les personnes qui ont des problèmes digestifs, qui ont des problèmes cardiovasculaires ou cutanés, vraiment je vous invite à écouter ce qui suit parce qu'il va peut-être y avoir des révélations qui vont vous intéresser. En tout cas, dans ma pratique, j'aborde toujours systématiquement le sujet de l'histamine parce que bien souvent en fait on trouve une amélioration en abordant ce point essentiel. Alors tout d'abord, ça va être un petit peu technique par moment. Ne vous découragez pas s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. L'essentiel, c'est que vous ayez une vue globale, une vue d'ensemble. D'accord? Donc ne bloquez pas sur certains termes un peu médicaux. Vraiment, le but, c'est de retenir l'essentiel. De toute manière, on retient à peu près 10% de ce qu'on entend, mais ça sera largement suffisant, vous verrez. Alors, qu'est-ce que l'histamine? Alors, l'histamine, déjà, c'est une molécule qui est présente dans notre corps, qui est produite par notre système immunitaire et elle est à peu près présente partout. Je vais vous raconter tout ça, mais vraiment, c'est très, très intéressant, vous allez voir. Alors, l'histamine, c'est une molécule très répandue dans le système, dans le règne végétal et animal. Elle a été découverte au début du XXe siècle par Sir Henry Dale et ses collègues du Wellcome Research Laboratories. Il s'agit d'une molécule appartenant au groupe des amines biogènes. Depuis plus de 80 ans, elle fait l'objet de très nombreuses études dont les résultats ont notamment contribué à l'attribution de 3 prix Nobel de médecine et physiologie, Sir Henry Dale, D. Bovette et G.W. Black. Naturellement, présente dans l'organisme, l'histamine est considérée comme un véritable médiateur chimique. Elle est largement impliquée dans la physiopathologie de nombreux phénomènes inflammatoires et allergiques. C'est pour ça qu'on prend des antihistaminiques. Et d'ailleurs, quand on prend des antihistaminiques, gardez-le en tête pour plus tard, on a une forme de somnolence. On peut être un peu somnolent, bien sûr, puisque l'histamine, c'est aussi un neurotransmetteur de l'éveil, de la vigilance, etc. Donc ça, pour les insomniaques parmi nous, c'est très intéressant. Alors, elle est largement impliquée, je disais, dans la physiopathologie de nombreux phénomènes inflammatoires et allergiques, intolérance alimentaire, atopie, les problèmes de peau, tout ça, l'urticaire et compagnie. Alors toutefois, à faible dose, elle contribue à réguler certains processus physiologiques tels que la sécrétion d'acide gastrique, la neurotransmission, la déficience immunitaire ou la microcirculation. Ainsi, ces fonctions lui confèrent tantôt des propriétés pharmacologiques intéressantes, tantôt une certaine toxicité pour l'organisme. Ça, c'est encore une question de dosage, c'est encore une question d'équilibre. Alors, les origines de l'histamine. Il y a 2 origines. L'histamine, elle peut être endogène, donc il existe naturellement une production endogène d'histamine dans le corps humain, et elle peut être exogène, donc apportée par la consommation d'aliments riches en histamine. Quand elle est endogène, c'est en gros les lymphocytes, les lymphocytes au niveau de la peau, tout ce qui est en contact avec l'extérieur. Au niveau de la peau, les intestins, les bronches, ça c'est en contact avec l'extérieur, c'est ouvert de bout en bout. Et la peau, bien sûr, c'est l'extérieur, d'accord? Donc là, c'est les mastocytes tissulaires qui vont contenir cette histamine et la sécréter, d'accord? Ensuite, on a les granulocytes basophiles dans le sang. Donc on a également de l'histamine qui est stockée et qui est créée, qui est synthétisée
dans les plaquettes sanguines, les cellules dendritiques et dans certaines cellules spécifiques de l'estomac. Elle peut être également synthétisée localement par le microbiote colique, absolument. Donc, dans le côlon, on va avoir une production d'histamine dans le côlon. Et là, c'est très, très intéressant parce que on a une barrière intestinale et une barrière intestinale non altérée, elle restreint l'histamine dans la lumière intestinale. Par ailleurs, on voit bien que quand on a des traitements antibiotiques à large spectre, donc qui vont tout dézinguer au niveau de la flore, eh ben, la quantité d'histamine sécrétée va diminuer. D'accord? Donc, parce qu'elle est produite par l'intestin. Et aussi, là, soit dit en passant, quand on a une dysbiose intestinale du fait d'une alimentation déséquilibrée et notamment surchargée en amidon, donc en féculents, et on va avoir une flore intestinale qui produira beaucoup plus d'histamine. Ça, il faut le savoir également. Alors, l'histamine peut être synthétisée par le microbiote colique. Voilà, donc ça, c'est pour l'histamine endogène. Et oui, j'ajoute encore, elle est formée aussi au niveau des neurones cérébraux, d'où elle peut être libérée et régénérée. Donc, l'histamine au niveau cérébral, c'est l'hormone, ou vous appelez-la comme vous voulez, hein, si vous voulez dire aussi neurotransmetteur de l'éveil. Ça, c'est important aussi d'avoir ça en tête. Et puis, on a la production exogène, ou plutôt l'apport exogène d'histamine. Donc, elle peut être apportée par la consommation d'aliments riches en histamine. Généralement, les aliments les plus riches en histamine, ce sont ceux qui contiennent des levures ayant subi un processus de fermentation, les pains, les fromages, les bières, les vins, donc le vin, le kimchi, tout ce qui est fermenté en fait, et aussi la sauce soja. Donc là, on a vraiment des taux d'histamine qui sont importants, surtout si le pain a été levé longtemps. Et voilà, c'est délicieux, bien sûr, mais le taux d'histamine sera également très important. Les fromages bien affinés, qui sont plus digestes, mais qui malheureusement contiennent beaucoup d'histamine. Et puis, tout ce qui est vin, bière, en plus d'apporter beaucoup d'histamine, ça inhibe la DAO, donc c'est un peu dommage. Donc, une contamination bactérienne due à une mauvaise conservation des aliments est aussi source d'histamine. Mais de toute façon, les aliments, quand on les fait refroidir, donc ça commence à fermenter, eh bien l'histamine, elle va augmenter systématiquement. Et donc les aliments, c'est mieux de les manger. Quand on a une intolérance à l'histamine, il faut manger fraîchement cuisiné. C'est très important aussi. Donc, la présence d'amines biogènes telles que l'histamine est donc considérée comme un marqueur de l'activité microbiologique et sa teneur constitue un indicateur des conditions de stockage des aliments. Est-ce que nos aliments aujourd'hui sont bien stockés? Même les légumes, hein, au supermarché, quand ils restent trop longtemps, les aliments, hein, la viande chez le boucher, elle n'est pas emballée, elle n'est pas étiquetée, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été, quand est-ce que l'animal a été tué. La fermentation, l'histamine, elle augmente très rapidement. La problématique de l'histamine chez quelqu'un, de très enfin qui a vraiment ce syndrome d'intolérance, eh bien, c'est qu'il va devoir manger très, très frais ces aliments, hein. Donc, les œufs très, très frais, et encore les œufs contiennent pas mal d'histamine, mais les œufs, la viande, le poisson, tout ça doit être extrêmement frais, et il y a une sélection des aliments qui va se faire. Hem, donc dans chaque famille d'aliments, on a des aliments qui sont, très riches en histamine. Par exemple, heu, parmi les légumes, et les fruits et les légumes, on a, les tomates, les aubergines, hein, donc ça, c'est vraiment très riche en histamine. Les tomates, ils posent pas mal de problèmes au niveau alimentaire, hein, notamment l'acidité, mais en plus de ça, elles apportent beaucoup d'histamine. Les épinards, ou encore les cornichons. De plus, une consommation excessive d'aliments riches en histidine augmente sa synthèse endogène. Donc, c'est ce qui veut dire que si on a des aliments qui sont riches en histidine, on va produire nous-mêmes plus d'histamine. Voilà, l'histamine, c'est une molécule, il faut savoir aussi que
sa présence au sein des aliments n'est pas influencée par la cuisson. Elle va pas être diminuée par la cuisson, elle est thermostable. Donc voilà, on ne peut pas malheureusement réduire par la cuisson. Au contraire, eh bien, on va manger beaucoup plus d'un même aliment s'il a été, je parle par exemple des épinards. Les épinards, bah, on va en manger beaucoup plus si on les a cuits parce qu'au niveau du volume, on en mangera, pour le même volume, on aura beaucoup plus d'épinards puisqu'ils ont perdu un peu leur eau, d'accord? Qu'est-ce que la diamine oxydase? Alors ça, c'est très important. La diamine oxydase, on parle de DAO, c'est très important. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques de réaction. Donc la diamine oxydase, c'est une enzyme. Parmi elles se trouve la famille des enzymes oxydases qui catalysent, donc qui vont venir dégrader spécifiquement les réactions d'oxydation. Donc, non, qui catalysent, pardon, qui déclenchent, voilà, des réactions d'oxydation, fixation de l'oxygène sur certaines substances organiques. Elles interviennent au sein de fonctions métaboliques importantes dans toutes les cellules vivantes, telles que la respiration, la différenciation cellulaire, la signalisation et la lutte anti-infectieuse. La diaminoxydase est une oxydase catalysant la réaction. Et là, donc, on a un truc, je ne vais pas vous le lire parce que j'en serais bien incapable d'ailleurs. C'est une formule. Alors, comme près d'un tiers des enzymes, la DAO est une métalloenzyme. En gros, elle a un ion cuivre au sein de sa structure. Bref, voilà. Le rôle de la DAO, ça c'est quand même plus important. Pour nous, on a envie de savoir, alors à quoi ça sert la DAO? La diaminoxydase, c'est une enzyme de dégradation de l'histamine. Voilà, tout simplement. La principale barrière à l'absorption d'histamine au sein de l'épithélium intestinal, c'est la DAO. Elle permet la dégradation de l'histamine dans le tube digestif. La DAO protège aussi l'organisme de l'histamine qui est formée de manière physiologique par la flore intestinale. Donc de toute façon, la DAO, elle est là pour dégrader l'histamine qui est endogène, oui, endogène parce que produite par la flore intestinale, et exogène aussi, qui est apportée par l'alimentation. Où se trouve la DAO? La DAO, c'est une enzyme qui est principalement localisée au niveau de la muqueuse intestinale. Voilà, ça c'est important parce que dans les régions du duodénum et de l'iléon, voilà. Sa présence en quantité importante reflète son rôle physiologique de dégradation de l'histamine absorbée par voie digestive. D'accord? Donc, elle constitue d'ailleurs un marqueur de maturité et d'intégrité de la muqueuse intestinale. Voilà, ça me semble important parce que ça veut dire que les personnes qui ont des intestins un peu dégradés, euh, comme c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, eh bien, on a les syndromes d'intestin irritable, etc. Ça devient très, très, très régulier. Et je pense que c'est très lié aussi à nos conditions de vie, à notre alimentation, au stress, aux additifs alimentaires, plein de choses comme ça. Et donc, l'histamine, elle va pas être bien gérée. Elle va pas être bien gérée chez beaucoup d'entre nous. Et moi, je pense que l'incidence de l'intolérance à l'histamine, elle est mais vraiment sous-cotée. Elle est sous-cotée, elle est sous-évaluée. Ils disent 1 à 4%, c'est faux. Je ne pense pas. L'intolérance à l'histamine concerne 1 à 4% de la population générale, 80% étant d'âge moyen. Ça, c'est ce qui est indiqué dans cet article. Moi, je veux vous dire, c'est très sous-diagnostiqué malheureusement parce que les symptômes liés à l'intolérance à l'histamine, ils sont difficiles à, comment dirais-je, ils sont peu spécifiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent être confondus à beaucoup de choses. Et vous savez aujourd'hui, hein, avec les déserts médicaux qu'on a, avec la difficulté à trouver un médecin traitant, le suivi médical des gens, il laisse à désirer, hein. Et pour avoir des diagnostics, parfois, vraiment, il faut des années. Donc, peut-être qu'en vous lisant cet article, et en vous parlant de ça, je vais économiser du temps à certains d'entre vous. Alors, plus précisément, la DAO est localisée dans le cytoplasme des entérocytes au niveau des mitochondries. Voilà.
Au niveau des mitochondries, c'est très intéressant aussi. La majeure partie de son activité est localisée au niveau de la partie supérieure des villosités intestinales, c'est-à-dire au niveau des cellules épithéliales matures. La DAO est également présente au niveau des reins, du foie, du thymus et dans le sang au niveau des neutrophiles et des éosinophiles. Ok, donc vous avez vu un peu comme la DAO, elle est répandue dans le corps également, hein, pour essayer de gérer cette histamine. Qu'est-ce que l'intolérance à l'histamine? Qu'est-ce que le syndrome de déficience en DAO? L'innocuité de l'histamine tient à l'important système de défense mis en jeu par l'organisme. C'est un système de défense qui vient réguler cette histamine qui est utile du moment qu'elle se tient tranquille et qu'elle reste dans les limites de la physiologie normale, voilà, de l'homéostasie. Alors, toutefois, dans certains cas, l'organisme peut se trouver débordé et l'histamine provoquera des effets néfastes. Quels sont les moyens de défense existants de notre corps par rapport à cette histamine? Alors, il y a tout d'abord la barrière digestive. Alors, une dose de 1,8 à 4,5 nanomoles d'histamine instillée au niveau digestif est parfaitement tolérée par le sujet sain, alors qu'une dose de 63 nanomoles administrée par voie intraveineuse va induire des effets indésirables. Comme en témoigne cette expérience, la barrière digestive joue un rôle. Ah oui, parce qu'on a, excusez-moi, je reprends, parce que j'ai dit nanomol à chaque fois, non, c'est minimol et nanomol. Donc ça veut dire que, en gros, une dose encore plus petite d'histamine qui est injectée dans le sang va avoir des effets indésirables. Tandis qu'une dose beaucoup plus importante qui est ingérée, donc instillée au niveau digestif, est parfaitement tolérée par le sujet sain. Par le sujet sain. Comment être sûr qu'on a des intestins en bonne santé? Surtout si on a des petits symptômes dont je vais parler tout à l'heure, notamment la lourdeur digestive, des flatulences, des problèmes comme ça digestifs, des problèmes de diarrhée, etc. Là, on est quasiment sûr d'avoir des intestins qui ne gèrent pas l'histamine. Comment témoigne cette expérience, la barrière digestive joue un rôle primordial pour limiter la quantité d'histamine absorbée par voie orale. Elle est principalement constituée du suc digestif, mucus contenant des glycoprotéines appelées mucines, et de la muqueuse intestinale constituée d'entérocytes s'opposant au passage de substances non désirées. Donc voilà, cette barrière physiologique, elle constitue un obstacle à tout passage direct de l'histamine entre la lumière intestinale, hein, donc l'intérieur de l'intestin, hein, donc, et le passage intercellulaire. Donc on a une barrière physiologique intestinale qui devrait empêcher à l'histamine de trop justement aller dans le sang. Et malheureusement, elle n'est pas toujours optimale. Et ensuite, il y a la barrière, donc il y a la barrière intestinale qui est vraiment la barrière digestive qui est mécanique presque, hein. Et puis on a donc la muqueuse et les cellules, les entérocytes, etc. Donc, mais on a aussi la barrière enzymatique. Et là, c'est là qu'entre en scène la DAO. Donc c'est un axe de défense qui correspond au catabolisme enzymatique de l'histamine. Donc il est principalement constitué de cette enzyme, la diamine oxydase, la DAO, qui dégrade l'histamine en dérivé imidazole acétique. Voilà. À partir de là, ensuite, ça peut être éliminé. Les barrières mécaniques et enzymatiques préservent l'équilibre entre l'histamine ingérée, l'histamine libérée par les cellules de stockage et la capacité de dégradation de l'histamine. Voilà. Donc on a les deux, si vous voulez, moyens de défense existants de notre corps par rapport à cette histamine-là. Eh bien, c'est la barrière digestive et la barrière enzymatique.
Et malheureusement, bien souvent, ces 2 barrières ne sont pas efficientes, ne sont pas optimales et on va avoir une histamine qui va passer dans le sang et qui va provoquer des symptômes que je vais évoquer un petit peu plus tard donc dont j'ai parlé un peu, hein, tout ce qui est, problèmes de peau là, les problèmes de peau atopiques, la peau, l'eczéma et cetera et les rougeurs, les flushs, hein, cutanées que certaines personnes ont, les douleurs articulaires, la nervosité, l'insomnie, l'hypervigilance nocturne, les gens qui se réveillent dans la nuit à 3 heures du matin, tout ça. Vraiment les problèmes digestifs de constipation, inexpliqués, de diarrhée inexpliquée, météorisme et cetera, lenteur digestive, bah, tout ça, c'est des symptômes qui sont liés, hein, donc à cette, intolérance à l'histamine dont nous allons parler maintenant. Alors l'augmentation de la concentration plasmatique en histamine peut avoir plusieurs origines. En gros, on a parfois une production endogène excessive, donc les concentrations d'histamine dans l'organisme peuvent être influencées par divers facteurs et notamment le stress. Le stress, donc les hormones qui sont sécrétées durant les réactions de stress peuvent activer directement les mastocytes, entraînant une libération d'histamine et d'autres facteurs pro-inflammatoires. Donc là aussi, notre corps est intelligent, mais je pense que c'est nécessaire et ça a certainement été conservé dans l'évolution parce que quand on est stressé, c'est qu'il y a un danger. Et s'il y a un danger, il faut être hyper vigilant. Et l'histamine, elle est là vraiment pour nous mettre en action, nous rendre plus vigilants, etc. Donc c'est normal que notre corps, il va libérer beaucoup d'histamine à ce moment-là. C'est utile, ça a dû être utile. Mais malheureusement, aujourd'hui, le stress, il est omniprésent et il est chronique et donc on a une libération d'histamine beaucoup trop importante. Alors, certains facteurs peuvent également impacter le métabolisme de l'histamine et être à l'origine d'un débordement des systèmes de défense de l'organisme. C'est notamment le cas lors de troubles hormonaux, de la consommation trop importante d'aliments histamino-libérateurs. Alors, le chocolat, les tomates, ça va forcer les cellules du système immunitaire à lâcher l'histamine dans le corps. Donc, vraiment, il y a des aliments qui apportent de l'histamine et puis qui en plus forcent le corps à en libérer davantage. De la consommation excessive d'aliments riches en histidine engendrant une augmentation de la synthèse endogène par le corps lui-même d'histamine ainsi que l'exposition à des radiations. Rayon X, exposition solaire. Exposition solaire, tout en sachant que c'est toujours une question de dosage, n'est-ce pas? Ensuite, une synthèse d'histamine endogène. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des gens, ils éternuent sans raison quand ils sont exposés au soleil. J'y pense là maintenant, mais c'est vrai que ça peut favoriser la libération d'histamine à ce moment-là, quand il y a vraiment un rayon de soleil très très fort. Une synthèse d'histamine endogène accrue par les bactéries intestinales. Donc la flore, alors c'est très important ça, écoutez bien. Il est à noter que la flore responsable de la synthèse endogène d'histamine est particulièrement abondante en cas de consommation excessive de féculents. Voilà. Donc les féculents, s'ils sont pas bien, en plus de ça, s'ils sont pas bien digérés, s'ils sont mangés pas assez cuits et surtout mélangés avec des aliments qui n'ont rien à faire avec eux, comme par exemple des fruits acides, des aliments qui vont gêner la digestion des féculents, qui vont inhiber des inhibiteurs de l'amylase salivaire, par exemple, comme le miel. Bon, vraiment, on va avoir une flore intestinale complètement déréglée et on va avoir une gestion de l'histamine. On va avoir du coup une production de l'histamine beaucoup trop importante également.
Donc vraiment là, c'est important aussi d'avoir ça en tête, c'est que trop de féculents ou des féculents mal digérés, hein, qui arrivent dans l'intestin, qui vont être ensuite, ils doivent être digérés ensuite et c'est là, ça va être le travail d'une certaine flore intestinale qui, elle, adore produire de l'histamine. Elle adore les amidons et elle produit beaucoup d'histamine. Ensuite, un autre facteur d'intolérance à l'histamine, ça va être une augmentation de l'apport exogène d'histamine par l'alimentation. Alors en effet, bien que l'histamine elle soit rapidement dégradée par la DAO, une ingestion d'histamine dépassant les capacités de détoxification peut être responsable de symptômes liés à une intoxication alimentaire à l'histamine. Donc, c'est une intoxication alimentaire qui ne résulte pas d'un aliment heu, malsain, pas assez frais. Non, non, c'est vraiment parce que on a dans une journée, par exemple, on a mangé trop d'aliments riches en histamine dans un même repas et pourtant, il y a rien dans ce repas individuellement, si on prend tous les aliments, qui n'est pas bon. C'est juste qu'on a fait des dans un même repas ou dans une même journée, on a eu beaucoup trop d'aliments qui contenaient cette histamine ou qui étaient libérateurs d'histamine, donc qui déclenchent l'histamine endogène ou qui inhibent la DAO. Et donc l'équilibre est rompu et on va avoir des symptômes. Et ça peut arriver à tout le monde. Alors, une étude expérimentale chez les volontaires sains consistant en l'ingestion d'histamine à des doses croissantes montre une grande variabilité individuelle vis-à-vis de la dose seuil d'histamine ingérée, entraînant l'apparition de symptômes. Et ça va dépendre, bien sûr, de la génétique. Ça va dépendre de l'état intestinal, du stress que la personne elle a eu dans la journée. Ça dépend de beaucoup de choses. Hein, donc il y a vraiment, c'est multifactoriel. Donc cette sensibilité plus ou moins importante chez certains sujets met en lumière souvent, le terme souvent utilisé d'intolérance à l'histamine. Les intolérances à l'histamine témoignent d'une susceptibilité individuelle lors de l'ingestion d'histamine à des taux parfaitement supportés par des individus normaux. Mais on peut tous être intolérants à l'histamine à un moment. Enfin, c'est juste que on va avoir trop d'apports par rapport à notre capacité de dégradation, hein. Mais sur une même alimentation, il y a des gens qui vont être tout à fait, ça va être parfaitement géré. Par contre, d'autres qui vont être en galère. Ce type d'intolérance entre dans le cadre des réactions pseudo-allergiques alimentaires ou fausses allergies alimentaires qui sont définies par la possibilité qu'ont certaines substances d'induire des réactions cliniques mimant l'allergie. En gros, on a l'impression, on a tous les symptômes de l'allergie, mais par contre, on est allergique à rien individuellement, mais ne répondant pas à un mécanisme immunologique. On suppose que l'intolérance à l'histamine concerne 1 à 4 de la population générale, 80 étant d'âge moyen. Et c'est là que je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense que c'est beaucoup plus répandu et que c'est juste sous-diagnostiqué. La déficience en DAO. Approximativement 15 de la population, on est carrément à 28 minutes. Hein. Bon, désolé, c'est un peu long, mais j'espère que pour certains d'entre vous, ça sera intéressant. 15 de la population souffrirait d'une déficience en DAO avec une prévalence plus importante chez les femmes. Il s'agit d'une altération du métabolisme de l'histamine qui se produit lorsque la quantité ou l'activité de l'enzyme DAO est réduite. Donc l'activité ou la quantité de l'enzyme DAO est réduite, on ne peut plus gérer l'histamine. Ce phénomène peut avoir de nombreuses origines. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est des prédispositions génétiques concernant l'activité enzymatique et ça peut s'exprimer à n'importe quel moment de la vie. Hein. Ensuite, la présence de maladies gastro-intestinales, la consommation de boissons alcoolisées qui induisent une diminution de l'activité DAO plasmatique, la présence de carences vitaminiques, notamment B6 et B12, donc intéressant pour les personnes qui ont une déficience en DAO, de prendre la B6 et la B12. C'est pour ça que prendre de la DAO seulement,
c'est bien, enfin ça c'est juste, on va dire, palliatif quoi, mais prendre en plus de la B6, de la B12, essayer de reprendre un peu son alimentation pour avoir plus de ces apports alimentaires, c'est intéressant, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis aussi s'occuper de son intestin, apporter à son intestin tout ce qu'il faut pour que la muqueuse se reconstitue et soit, et puisse, faire son rôle de barrière et aussi de production de DAO. Et l'ingestion de substances et autres additifs, nitrite de sodium, carnosine, bon, ben, voilà, dans la nourriture, heu, entre guillemets «moderne», tous les additifs, tout ça, ça c'est vraiment, c'est une catastrophe pour notre, équilibre, histaminique. La présence d'un processus tumoral, aussi peut venir engendrer une intolérance à l'histamine, de même que la chimiothérapie. La présence de pathologies telles qu'une insuffisance rénale, une hépatite virale, une cirrhose hépatique ou un urticaire chronique et la prise médicamenteuse d'inhibiteurs enzymatiques. Voilà. Alors la symptomatologie. Bon, bah, voilà, de toute façon, je vous en ai déjà parlé, hein, de cette, symptomatologie, de l'intolérance à l'histamine et peut-être que vous vous êtes déjà, reconnus. Je vais être un petit peu plus détaillée là sur ce coup-là et donc on va détailler vraiment par système, les symptômes les plus répandus. Alors la symptomatologie, de cette, intolérance à l'histamine, elle est liée aux limites de l'organisme à éliminer et à dégrader l'histamine, entraînant son accumulation dans le système vasculaire et la stimulation des récepteurs H1 à H4. Bon, c'est pas grave, hein, si c'est trop, médical, vous essayez pas de tout capter, c'est pas l'important. L'intensité des symptômes est généralement proportionnelle à l'augmentation de la concentration plasmatique en histamine. Bon, bah, c'est voilà, plus il y a de l'histamine dans le sang et plus vous allez avoir, de, réactions. Alors, il existe de nombreux symptômes non spécifiques, c'est ça le problème. C'est ce qui freine, le diagnostic, parce qu'il faut du temps du coup, on a besoin de vraiment d'une observation clinique, longue parfois, et puis d'examens et cetera, pour, si vous voulez, évacuer d'autres hypothèses. Donc et relativement alors tout ça, c'est relativement, similaire à une allergie alimentaire et ça rend souvent difficile, l'identification de l'intolérance. Les symptômes peuvent être classifiés en 3 principales catégories: le système cardiovasculaire, l'appareil digestif et les tissus cutanés. Alors, au niveau du système cardiovasculaire, l'histamine, elle est réputée pour induire une crise migraineuse. Une crise migraineuse. Les personnes qui souffrent de migraines, posez-vous la question de l'histamine. Essayez de prendre de la DAO quand vous avez vos migraines. J'ai une personne qui m'a dit: «J'ai tout fait, j'ai passé des IRM, j'étais mais vraiment, c'était bah, là, on savait plus en fait, j'étais sous corticoïdes». Voilà, elle prenait de la cortisone carrément. Et ben, finalement, elle a pris cette DAO et ça a été radical, quoi. Au bout une demi tablette, elle, c'en était fini, elle avait plus de migraine et ça, c'est incroyable. Enfin, quand on a de véritables migraines, je vous assure que c'est un soulagement, vraiment fantastique. Donc, une crise, migraineuse, il y a une crise migraineuse qui est particulière, que l'on appelle cluster headache ou céphalée de Horton. Elle se caractérise principalement par une vasodilatation des vaisseaux extracrâniens avec une rémission partielle à la douleur par compression de l'artère temporale superficielle. Donc, elle peut être associée à d'autres manifestations telles que des vertiges, de la conjonctivite ou une obstruction nasale. Voilà, là, on va avoir le nez bouché ou alors le nez qui coule carrément et une augmentation de la température cutanée. En gros, on a l'impression d'être grippé, quoi. Voilà. D'être grippé avec une méga migraine
Et il faut savoir que 87%, je l'ai dit tout à l'heure, des patients migraineux souffriraient d'une déficience en DAO. Il est à noter que les aliments le plus souvent incriminés dans le déclenchement de migraine sont riches en amines biogènes ou en histaminolibérateurs. Le vin, le chocolat, les œufs, la charcuterie, le fromage, tout ça, c'est rapporté comme déclenchant des migraines et comme par hasard, c'est aussi des aliments qui sont riches en amines biogènes ou histaminolibérateurs. Au niveau de l'appareil digestif, les troubles digestifs peuvent être représentés par une lenteur de digestion, un météorisme, c'est joli météorisme, hein, donc voilà, on sait ce que c'est, des douleurs et des crampes abdominales, des nausées ainsi que des épisodes diarrhéiques. Ça peut être aussi une constipation. Ces troubles peuvent être isolés ou constituer les manifestations du syndrome du côlon irritable. Tissu cutané. La recherche scientifique a montré qu'il existait des perturbations du métabolisme de l'histamine chez les patients souffrant d'urticaire chronique pouvant résulter d'une hyperperméabilité intestinale et ou d'un déficit enzymatique dans le catabolisme de l'histamine. Donc, je répète, la recherche scientifique a montré qu'il existait un lien, en gros, entre les personnes qui souffrent, l'urticaire chronique et une hyperméabilité intestinale et ou un déficit enzymatique en DAO, en gros. Hein. Donc, d'autres symptômes tels que le flush facial dû à une vasodilatation au niveau du visage, rougeur, chaleur après un repas. Est-ce que vous connaissez des personnes qui deviennent toutes rouges quand elles boivent un verre de vin? C'est pas, je veux dire, c'est assez répandu. Eh bien, c'est à cause de cette histamine-là. Donc, les personnes qui deviennent toutes rouges après avoir mangé certains aliments et aussi ça peut être aussi des démangeaisons qui peuvent apparaître. Voilà, donc les effets néfastes d'un déficit en DAO vont se répercuter sur le système respiratoire, je répète, avec congestion nasale, asthme. On va avoir au niveau du système cardiovasculaire chez certaines personnes de l'hypotension, de l'hypertension, des arythmies. Au niveau du système épithélial, donc la peau urticaire, peau atopique, psoriasis. Au niveau du système nerveux central, on va avoir des migraines, des maux de tête, des vertiges et aussi des difficultés à l'attention, à la concentration. On parlera de TDAH chez certaines personnes. Et ça, c'est à garder en tête aussi, je pense. Au niveau du système digestif, syndrome de l'intestin irritable, constipation, satiété, douleur à l'estomac, nausée. Syndrome de l'intestin irritable, c'est de plus en plus répandu. La constipation, la satiété, le problème de satiété. Et du coup, une prise de poids aussi qui peut venir. Les douleurs à l'estomac et les nausées. Le système musculaire, fibromyalgie. Alors, fibromyalgie, c'est un gros pointeur sur l'histamine. C'est vraiment pour toutes les personnes qui souffrent de cette maladie, on peut dire le mot. Il faut vraiment vous questionner sur l'histamine, sur la gestion de l'histamine, la DAO, etc. Au niveau du système musculaire, donc fibromyalgie, douleur musculaire, et au niveau du système osseux, eh bien des douleurs, des douleurs osseuses. Voilà. Donc toutes les personnes qui ont des douleurs, de l'irritabilité, des difficultés de concentration, des syndromes qui ressemblent à des sortes d'états grippaux soudains, etc., ou c'est des migraines vraiment récurrentes. Posez-vous la question. Tenez peut-être un journal alimentaire, essayez de voir ce que vous avez pris. Et puis, si vous avez besoin d'un accompagnement, parce que c'est pas évident tout ça, franchement, c'est vraiment pas évident, je suis là. Voilà. Donc, j'espère que
certaines personnes auront écouté, jusqu'à la fin. Si c'est votre cas, je vous dis bravo et merci et puis, bah, je vous dis, à très vite, pour parler d'autres sujets comme ça. De temps en temps, je fais des audios. Là, c'est un peu long, 40 minutes, mais bon, le sujet est intéressant, est important, très important et on n'en parle pas assez surtout et c'est carrément sous-coté parce que, ben, ça peut vraiment aider, un maximum de personnes. Voilà. Allez, bonne soirée à vous et bon week-end surtout.